Nous allons passer des pistes d'athlétisme aux pistes de Formule 1. Et pour cela, j'ai choisi un auteur qui s'appelle Bernard Chambaz, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et Bernard Chambaz, en fait, il est historien, il est romancier, bien sûr, il est aussi poète, essayiste. C'est un écrivain sportif, mais dans tous les sens du terme, c'est que c'est un vrai sportif. Ses sports de prédilection sont le football, mais je dirais aussi que vraiment son sport, c'est le cyclisme. Il a quand même été capable, Bernard, de parcourir les États-Unis, donc de la côte est à la côte ouest, 4000 km à vélo, seul sur son vélo, avec son épouse derrière qui le suivait. Il a beaucoup écrit, bien sûr, sur le cyclisme et le football, mais il a aussi écrit sur la Formule 1. Et il n'y a pas tellement de livres, en fait, qui ont été consacrés à la Formule 1. Et ça s'appelle À tombeau ouvert. Et ça met notamment en valeur, donc on a aperçu la photo, Ayrton-Senna. Et je voudrais revenir sur un week-end tragique de fin avril, mai 1994. Cela va vous rappeler des souvenirs. Vendredi matin, 29 avril 1994. Ce sont enfin les premiers essais. Dès 8 heures, Senna est sur l'autodrome, prêt à s'asseoir dans le baquet, pressé d'en découdre, impatient d'essayer la voiture, convaincu que ce circuit tourmenté et bosselé constituera une épreuve de vérité. Au cours de la matinée, il boucle 22 tours. La déception est vive, la Williams reste difficile à piloter et il se laisse embarquer dans un tête-à-queue. Il n'en reste pas moins qu'il réalise les meilleurs temps. Ce succès ne suffit pas à le satisfaire et il se lance dans des discussions pointues avec les ingénieurs. L'après-midi, le début des qualifications est fixé à 13 heures. 13h16, alors qu'il est sur le point de repartir pour un tour, il est averti de l'accident de Rubens Barrichello, le petit Rubinho, son voisin de Sao Paulo qu'il a adoubé comme un jeune frère de 21 ans. À l'entrée d'une chicane, sa monoplace a décollé et percuté à plus de 200 km/h un mur de pneus. Rubens est inconscient. Dès qu'il l'apprend, Ayrton sort de sa voiture et se précipite au centre médical. Puisque l'accès lui en est interdit, il escalade une clôture pour se rendre au chevet de Rubinho. Rubens le racontera plus tard. Je n'oublierai jamais les larmes que j'ai vues dans les yeux d'Ayrton à ce moment-là. Rassuré, à défaut d'être rasséréné, Senna retourne au stand, remonte dans sa Williams et malgré la nervosité, malgré tous les soucis qui l'assaillent, il réalise le meilleur temps des qualifications. À l'issue de la séance, il rédige une note technique, 2 pages de sa main, alternant commentaires et suggestions afin de corriger la monoplace pour le lendemain matin. Il file ensuite au point de presse, où le regard dans le vague, il lâche des réponses hésitantes. Lui d'habitude si précis, il est visiblement ailleurs. À l'hôtel, la soirée est longue, il a un poids sur le cœur, il résume la situation en une phrase. Nous sommes faits d'émotions. C'est tellement vrai. Quand les épreuves de qualification reprennent le samedi, Senna attend son tour dans les stands et garde un œil sur le moniteur de la télévision. Tout à coup, il voit la voiture de Roland Ratzenberger qui sort de la piste et heurte le mur à plus de 300 km/h. Il voit la tête qui dodeline et ne dodeline plus. Il regarde sa montre, 13h18, il retire son casque, il tourne en rond devant le poste, il observe les images diffusées au ralenti, il essaie de s'en détourner, il y revient, il avance des explications techniques. Il voit le docteur Watkins pratiquer un massage cardiaque. Alors il n'y tient plus, il se précipite sur le lieu de l'accident pour savoir ce qu'il en est. C'est dans la ligne droite, après la courbe de Tamburello, que le drame est advenu. Un aileron avant s'est détaché et s'est coincé sous le châssis. Ratzenberger a perdu le contrôle de sa voiture, tout n'était plus qu'une affaire de dixième de seconde, et même s'il a fermé les yeux, au dernier instant, il n'a pas pu ne pas voir le mur de béton qu'il allait percuter à toute vitesse. Il a ramené ses bras devant sa poitrine et dans un réflexe de protection, mais c'était fini. La loupiote que le docteur Watkins plonge dans les yeux de Roland ne lui laisse aucun espoir. Après le massage cardiaque resté vain, il pratique une intubation sans réussir à le ranimer. Une ambulance le transporte au centre médical avant qu'un hélicoptère ne l'évacue vers l'hôpital de Bologne. Quand Senna arrive sur le lieu de l'accident, Ratzenberger a été conduit au centre médical. Il y court. Il sent les gouttes de sueur perler dans son dos. Comme la veille, il escalade la clôture à l'arrière du bâtiment. Il pénètre, aperçoit le docteur Watkins. Incapable de trouver les mots, il l'interroge du regard.
Le médecin le reconduit doucement dehors et lui annonce que Roland est cliniquement mort. Ayrton tombe dans ses bras et fond en larmes. Alarmé par cette fragilité, le bon docteur tente de le consoler et lui conseille de se retirer. Ayrton soupire comme à regret. Non, il y a des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Senna repense alors au nombre 42, qui signifie en japonais « aller à la mort », et il songe à ses 41 victoires. Si la course a lieu, il la courra, ne serait-ce que pour rompre le maléfice. Cependant, il ne remonte pas dans sa monoplace ce samedi après-midi. Ayrton juge d'instinct que la décence impose une trêve. Il refuse de reprendre le volant quand Williams l'y engage. Rentré au stand, il enlève sa combinaison, il enfile son pantalon blanc et sa chemise brune. Ensuite, il suggère aux caciques de suspendre le Grand Prix. Leur réponse est sans appel. C'est lui qu'il menace de suspension, d'une sanction disciplinaire, au prétexte qu'il ne leur avait pas demandé l'autorisation de se rendre sur les lieux de l'accident. L'après-midi se poursuit sous un ciel bleu, inexorable. Ayrton traîne sa misère dans le paddock avant de rentrer à l'hôtel. Le dîner est lugubre. À table, on ne parle que de Roland, non pas de l'accident, mais du garçon vivant qu'ils ont connu. Par désarroi, Ayrton déroge à ses habitudes, il boit un verre de vin rouge, il promet d'emporter dans sa monoplace le drapeau autrichien et de gagner cette damnée course. Après le dîner, il téléphone de nouveau à sa compagne, Adriane, déjà dans la maison où il sera dans moins de 24 heures, si tout va bien. Pourquoi pense-t-il? Si tout va bien. Il lui dit alors qu'il courra demain matin, il lui dit aussi qu'il voudrait rester éveillé toute la nuit, à parler avec elle, et la conversation devient plus légère, des rires fusent. Il a la sensation que son âme fait du yo-yo. Il dit encore qu'après avoir été si profondément déprimé, il est de nouveau joyeux. Ce sont ses presque derniers mots à Adriane. Et il a un mal fou à s'endormir pour ce qui sera au sens propre son dernier sommeil. Le lendemain, en fin de matinée, il écrira une lettre à monsieur et madame Roland Ratzenberger pour leur présenter ses condoléances. La lettre est brève, bien sûr. Que peut-il écrire? Il cherche ses mots. Il pense que ce n'est pas le moment de lésiner. Il se dit que Roland était un type et un pilote extra, qu'il était solaire, qu'il en gardera à tout jamais un souvenir ébloui. Il prend son élan, l'écrit d'une traite, la glisse dans une enveloppe. Au dos, il ne met pas d'adresse. S'ils veulent lui répondre, il saurait toujours où envoyer un mot. Il aimerait qu'elle parte sur le champ. Il ne sait pas que les parents de Roland liront la lettre d'un mort. Dimanche, 1er mai 1994. Ayrton est réveillé à l'aube. Il a les traits tirés, le ciel est bleu, sans un nuage à l'horizon. Après s'être rasé, il lit l'Évangile, selon saint Jean, chapitre 3, verset 16. Puis il range ses affaires dans son sac et il sort de la chambre 200, sans se retourner. Bien que le warm-up, la séance d'essai matinale, n'ait pas d'incident sur la grille, il signe encore le meilleur temps. En passant, il envoie un message nostalgique à Alain Prost. Il nous manque. Un prétendu ici et là qui leur aurait dit « tu me manques », qui idéalise leur rivalité. Mais il a bel et bien enterré l'âge de guerre. Lors de la réunion des pilotes, une minute de silence plombe l'ambiance et rendez-vous est pris dans 2 semaines pour imposer aux caciques des mesures de sécurité. Damon Hill dira « c'est comme vouloir expliquer la démocratie à Staline ». Ayrton est à fleur de peau. Il a hâte que ce week-end se termine, hâte que le départ soit donné, de gagner enfin sa première course de l'année, que tout rentre dans l'ordre, autant que faire se peut, et de rentrer ce soir à Quinta do Lago. D'habitude, il parle avec ses mécaniciens, il plaisante. Ce dimanche, il a le regard perdu, les mains qui vont et viennent, l'esprit absorbé par ses démons. Il se contente d'un signe de tête pour refuser de signer un autographe et d'un sourire à son ami, Gerhard Berger. Pendant les minutes qui précèdent le départ, il enfreint son rituel. Il retire son casque, il le pose sur le capot, la visière face à lui. Il écoute poliment, mais d'une oreille distraite, les gloses du directeur technique. Il s'essuie le front, il passe la main dans les cheveux, il essaie de se détendre, la tête en arrière, les bras ballants, les yeux mi-clos à cause du soleil et de la réverbération. De plus en plus pressé d'en finir, retenant sa respiration pour ralentir le rythme de son cœur.
Enfin, il enfile sa cagoule, ses gants, remet son casque. Le tour de chauffe est une formalité. À 14 heures, son départ est parfait. Mais la course est aussitôt arrêtée à cause d'un accident qui fait des dégâts matériels sur la piste. Il faut donc rouler derrière la voiture de sécurité durant plusieurs tours. À 14h13, les coureurs s'élancent pour un nouveau premier tour. Senna signe un temps remarquable. C'est alors le début du 7e tour, la courte ligne droite avant le virage de Tamburello. Un soudain problème de direction, la voiture lui échappe, il freine, le mur fonce vers lui. 14h17, c'est-à-dire 14h18 ou 19 ou 20, quand je le vois, parce que la télévision française diffuse les images en différé à cause d'une page de publicité. Ayrton est inerte. Sid Watkins arrive, il voit immédiatement que le casque est transpercé par un élément métallique et comprend d'où provient le sang qui coule sur la piste. Le docteur dira que Senna avait l'air serein. Quand les secouristes le tirent de sa voiture, il pousse un soupir. Son corps se relâche. J'ai beau ne pas être croyant, dira Watkins, j'ai senti son âme s'envoler à ce moment-là. On découvre alors, dans une poche de sa combinaison, le drapeau autrichien qu'il avait emporté pour le tour d'honneur. Senna perd plus de 4 litres de sang par la déchirure de l'artère temporale. L'hélicoptère l'évacue vers l'hôpital Maggiore de Bologne. La gravité et l'étendue des lésions rendent inutile toute intervention. Si le décès est annoncé à 18h40, l'heure du décès est estimée à 14h17. La course reprend. Ce qu'ils font à Senna, ils l'ont déjà fait la veille à Ratzenberger. Le même affront, la même offense. Cette indignité instaure une espèce d'égalité entre eux. La même loi appliquée aux chefs et aux simples soldats. Elle invente aussi un temps singulier, pendant lequel il est mort et n'est pas mort, suspendu dans les limbes. La course reprend donc peu avant 15 heures, après une interruption de 40 minutes, sans que les pilotes puissent être sûrs de quoi que ce soit. 1 heure plus tard, la roue arrière droite d'une voiture s'envole dans les stands. 4 mécaniciens doivent être transportés à l'hôpital. À la stupeur succède l'écœurement. À la télévision, le journaliste a un cri du cœur magnifique, aux accents de tragique grec. Que l'opprobre soit sur eux. Eux, ce sont les caciques de la Fédération internationale automobile. Et que l'opprobre le soit doublement, car à la lâcheté absolue, ils ajoutent une lâcheté minable, en décidant, comme s'ils allaient par ce geste sauver leur âme, qu'il n'y aura pas de champagne sur le podium. Peu d'événements ont suscité une émotion immédiate aussi générale dans le monde. 2 milliards de téléspectateurs ont en commun d'avoir assisté d'une façon ou d'une autre à l'accident et à sa reprise en boucle. La violence et l'obscénité des images n'y sont pas étrangères. Elles sont telles que la BBC a préféré ne pas les diffuser. Les projecteurs s'éteignent à Imola. Senna fait l'actualité internationale de ces premiers jours de mai 1994. Toutefois, il n'est pas le seul. Senna, Mandela, Rwanda, triptyque incomparable qui les projette dans l'histoire et dispense à chacun sa part de légende et d'immortalité.